Merci. Oui, donc je dirais qu'aujourd'hui, il faudrait passer de la résistance à l'offensive. Quitte à proposer un nouveau terme à résistance sociale, ça serait peut-être offensive sociale. Alors, en réponse à la question comment créer les conditions de la résistance sociale et de l'alternative politique, je dirais qu'il faut d'abord définir la direction. Alors, nous sommes en train de la définir au cours de différents débats ces dernières années, notamment grâce à la résistance sociale, des débats qui participent très intelligemment donc à cette évolution. Je vous rappelle que nous n'avons pas inventé l'eau tiède. Fin 1847 déjà, c'est bien grâce aux grands banquiers républicains que la Deuxième République est née en mars 1848. Moi, je crois parfois que les vieilles méthodes qui ont réussi par le passé peuvent réussir encore aujourd'hui en utilisant bien sûr les moyens modernes de communication. On est en plein dans un débat sur le modèle de société que nous voulons aujourd'hui et demain. Ce débat sur le modèle de société, il va bien au-delà de la gauche. Mais je dis que c'est la gauche qui porte la responsabilité historique de ce débat. Car ça ne peut absolument pas être la droite actuelle, même si au sein de la droite, au-delà de la droite sarkozyste, il y a quelques éléments, notamment gaullistes, qui sentent bien que les fondements même de la République française sont en danger. Donc, je dirais, comme d'autres ont dit à un moment donné, nous sommes le peuple, je considère que ceux qui travaillent sur ce thème sont la République. Alors, sur le monde du travail, l'analyse est assez rapide, je ne vais pas reprendre notre ami Pierre, les salaires dans le PIB a sombré à 57%, c'est catastrophique. Ce qui est concrétisé par ce naufrage du montant des salaires dans le PIB en pourcentage, c'est l'existence en France, depuis une décennie et demie, peut-être un peu plus, des travailleurs pauvres, des rémunérations variables hors cotisation, donc qui n'abondent pas le système de sécurité sociale, l'individualisation du traitement de tous les salariés et l'individualisation, bien entendu, des salaires. Alors, le défi important qui a été souligné ce matin, c'est bien entendu d'accepter et d'être surtout le fer de lance de la révolution économique que l'on va connaître. Alors, j'ai senti une légère divergence, mais en fin de compte, je crois que ça n'en est pas une. Je pense que le productivisme tel que nous l'avons connu, le productivisme industriel tel que nous l'avons connu jusqu'à maintenant, va profondément évoluer. Et nous allons devoir, alors formule assez lapidaire, assez simpliste, mieux consommer et mieux travailler. Et ça, je crois que la gauche n'a pas encore pris toute la mesure de cette véritable révolution, qui se traduira par exemple dans le monde des transports, où le transport routier va connaître dans les prochaines décennies un véritable plan social égal à 3 plans sidérurgiques. Alors j'y reviendrai tout à l'heure. Sur la déstructuration des rapports dans l'entreprise. Alors là, vous avez remarqué avec l'affaire France Télécom, c'est que la partie immergée de l'iceberg. En fin de compte, France Télécom est très symptomatique de la formidable détérioration des rapports dans l'entreprise. L'individualisation des droits, le détricotage du droit du travail, qui a été aussi bien souligné, et surtout la détérioration des conditions de production. Sur cette déstructuration des rapports dans l'entreprise, vous avez remarqué aussi, au moins depuis 2 décennies, la productivité par le stress et le harcèlement moral. Alors aujourd'hui, tout doit être rentable, et surtout, la difficulté du monde syndical, justement, c'est de pouvoir défendre collectivement les salariés contre du harcèlement moral pris individuellement et des pratiques managériales qu'on n'avait jamais vues par le passé, mais qui se développent à vitesse extrêmement rapide. Je le dis bien parce que je pense qu'il y a à peu près une décennie, ce qu'on peut voir à France Télécom n'aurait pas pu exister. Alors, c'est très conjoint, bien entendu, avec la privatisation de certains services publics. Et la notion de rentabilité à outrance, bien entendu, la flexibilité, l'émergence de stratégies pour l'emploi qui n'ont d'emploi que de nom, le passage de la version de la stratégie de Lisbonne 1, où certains d'entre nous, on pouvait contester, bien sûr, certaines politiques européennes, et j'en suis, mais la stratégie de Lisbonne 1 de Delors qui disait il faut avoir un emploi, mais un emploi correct, et la stratégie de Lisbonne 2, où Barroso dit il faut que tout le monde ait un emploi, mais peu importe si cet emploi est pourri, si vous êtes maltraité, et si, grâce à votre salaire, vous ne pouvez pas vous payer de quoi bouffer et payer votre loyer.
D'où l'émergence dans la société française et européenne de travailleurs pauvres. Bah, écoutez, travailleurs pauvres, c'est les États-Unis et c'est l'Angleterre. Donc voilà où il est notre modèle de société. Sur la notion du développement durable, je voulais en parler parce que, je vous l'ai dit à l'instant, effectivement, il y a un lien entre le productivisme industriel tel qu'on l'a connu et la notion de développement durable, qui est une thématique un peu utilisée comme tarte à la crème. Alors moi, j'ai eu la chance, l'honneur, l'opportunité, je ne sais pas, je vous le dis franchement, d'être dans le truc, là, dans le Grenelle de l'environnement. Il y a eu un formidable débat intellectuel au Grenelle de l'environnement, je parle des groupes de travail. Parce que quand vous mettez ensemble des patrons, des syndicalistes, bon ça encore on a l'habitude, des climatologues, alors des hauts bureaucrates du ministère des Transports, on a aussi l'habitude, des responsables d'associations écologistes plus ou moins financées par tout le monde et n'importe qui, ça peut être d'ailleurs par des multinationales, soit dit en passant, parce que c'est pas parce qu'on se dit association écologiste qu'on est des enfants de cœur, et puis des associations de consommateurs et d'usagers. Donc quand vous rassemblez des gens très différents, qui sont chargés ici de travailler sur le développement des transports collectifs, et qui se posent des vraies questions, qui intellectuellement trouvent des réponses, et qui, à 24 heures de la clôture du Grenelle de l'environnement, on vous dit qu'il faut créer 2000 km de lignes à grande vitesse parce que ça va donner du contenu au résultat du Grenelle de l'environnement, ben effectivement, vous vous rendez compte que vous êtes fait un peu couillonner. Mais le développement durable, c'est une réalité qu'on doit prendre en compte, en tout cas c'est une perspective qu'on doit prendre en compte, et en particulier la gauche, qui était guidée depuis la toute première révolution industrielle, la gauche et le monde du travail, par ce productivisme industriel, et elle doit complètement révolutionner son mode de pensée, non pas à travers l'abaissement des droits des salariés, bien entendu que non, mais par le fait que la production industrielle doit avoir les conséquences les moins négatives à la fois sur l'environnement commun, tout en gardant à l'esprit que l'emploi également a été déstructuré par l'intervention d'une multitude de sous-traitants. Et là aussi, la difficulté du syndicalisme, mais je pense que mon camarade à la CGT ne va pas me démentir, la difficulté du syndicalisme, c'est évidemment de syndiquer et de défendre tous ces personnels, tous ces salariés qui sont dans des petites boîtes qui aujourd'hui travaillent pour des grands groupes. En fin de compte, vous avez bien vu une fuite des emplois des gens qui étaient salariés par des grands groupes vers le monde de la sous-traitance qui est bien entendu pressuré. Alors le Grenelle de l'environnement, c'est aussi le rappel à des données essentielles, à des thématiques essentielles. Dans le monde du transport, ça touche directement le service public, mais le Grenelle de l'environnement, ça touche aussi la poste. Ça touche la notion de péréquation. Mais la notion de péréquation, c'est quoi? C'est par exemple que les recettes du TGV puissent financer du TER ou du train interrégional corail. C'est ça la péréquation. Mais si on perd de vue la notion, l'existence d'un outil comme la péréquation pour assurer un service public de communication comme la Poste, de transport comme la SNCF, eh bien, on oublie complètement et on va vers la destruction de tous les services publics en France. Parce qu'on a bien compris que le bureau de poste d'une commune rurale ne sera jamais rentable, comme veulent nous le dire les financiers et les comptables.